Docteur Gérald Kierzek, bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste, auteur de Ayez les bons réflexes chez Fayard. Et on vous a invité parce que vous avez été chargé par le gouvernement d'élaborer un rapport sur l'information aux malades, et ce, suite, alors on ne va pas dire au scandale, mais à l'affaire, enfin je ne sais pas, peut-être que vous qualifieriez ça de scandale, l'affaire du Levothyrox. On rappelle, c'est ce médicament pour la thyroïde qui est donné, utilisé par près de 3 millions de Français. Et c'est le changement de formule qui a occasionné malheureusement un certain nombre d'effets. Je ne parlerai pas de scandale, je parlerai peut-être de mauvaise information, très probablement. Et c'est vrai que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, m'a chargé d'un rapport d'expertise qu'on va co-réalisé avec des associations de patients, bien évidemment, pour essayer de voir comment on peut améliorer l'information, parce que c'est plutôt une crise de l'information et les patients se sont plaints de ce manque d'information, de ce changement de formule qui a été fait un peu rapidement, alors qu'il y a un canal qui a été fait, qui a été le canal d'information des médecins. C'est vrai que c'est un vieux canal d'information, probablement insuffisant en 2017. Pour bien comprendre, docteur, c'est un médicament que les patients doivent prendre tous les jours. On a changé la formule et on n'a pas prévenu les patients. Or, il y a eu des effets secondaires. Et pourquoi on n'a pas simplement envoyé un SMS pour dire attention, c'est une nouvelle formule, il va peut-être y avoir je crois qu'il y a des effets intestinaux, des choses comme ça. Comme toutes les hormones thyroïdiennes, les hormones, l'organisme est très sensible et le fait de changer un tout petit peu l'excipient, c'est-à-dire autour de la molécule, ça peut introduire un certain nombre d'effets auxquels l'organisme doit s'habituer. Et il se trouve que ce changement de formule, il y a eu une mauvaise information. Il y a eu une information aux pharmaciens, il y a eu une information aux médecins, mais effectivement, les associations de patients, pas aux patients, parce qu'en 2017, le SMS, qui est peut-être une des propositions qui sortira de ce rapport, il n'est pas utilisé pour informer les patients. Et puis il y a un deuxième phénomène, c'est-à-dire qu'il y a la viralité un peu des réseaux sociaux avec des patients qui disaient mais voilà, moi j'ai des effets, est-ce que ce sont des effets secondaires ou est-ce que c'est simplement un phénomène normal? Eh bien les patients comme ça, il y a un effet boule de neige et c'est vrai que n'ayant pas eu l'information, on a l'impression que ça a pris un peu une ampleur. C'est pour ça que certains ont parlé de scandale sanitaire. Je ne pense pas que ça soit un scandale sanitaire. En revanche, c'est une mauvaise information et c'est clair, et la ministre en a bien pris conscience, il faut revoir le circuit de l'information. Et cette affaire a montré autre chose aussi. Parce que dans cette affaire, on a nié la souffrance des médecins et on a des malades, pardon. Et on a quelque part voulu dire, finalement, les médecins, ils sont là, tout puissants dans leur savoir, ils nient le fait que j'ai mal. Est-ce qu'il n'y a pas une remise en cause aussi d'une médecine qui doit peut-être un peu plus écouter et être moins sûr de son savoir? Je crois que la médecine paternaliste, moi je l'ai jamais connue, ma génération n'a jamais connu cette médecine où c'était le médecin qui avait le savoir sur son piédestal. Et c'est vrai, il y a eu une époque comme ça, très probablement. Mais le médecin, il est tombé de son piédestal et on est arrivé, la loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a permis de rééquilibrer les droits des patients avec un devoir d'information. On a un devoir d'information, le patient a le droit de refuser les soins, il doit consentir aux soins. Mais c'est vrai que cette affaire Levothyrox, mais comme d'autres, on s'aperçoit qu'il y a un peu un climat de défiance vis-à-vis de la parole médicale. Internet, les réseaux sociaux, une espèce de rééquilibrage de la parole. Le problème, c'est qu'il ne faut pas passer d'un médecin sur son piédestal à un patient, j'allais dire, sur son piédestal non plus. Et la relation médecin-malade, c'est une relation qui doit être équilibrée. Parce que vous avez des patients qui arrivent et qui disent « moi, je sais tout et toi, docteur, tu vas me donner le médicament que j'ai choisi ». On a des patients qui arrivent avec beaucoup d'informations sur Internet et beaucoup d'informations, ça ne veut pas dire de la bonne information. D'abord, il faut trier le bon grain de l'ivraie. Il y a beaucoup de désinformations sur Internet. La viralité, par exemple, je pense à certaines pétitions, la viralité d'une pétition ne fait pas la véracité ou la vérité médicale. C'est pas parce que c'est viral et que ça fait des centaines de milliers de signatures que ça a une puissance scientifique, que ça a été évalué. Et on a un peu l'impression qu'il y a un effet grossissant un peu de ces pétitions, de ces sites Internet. Attention, et des patients qui viennent en consultation, on en a tous les jours, avec la feuille sur leur maladie, sur les médicaments, aucun problème avec ça. À nous de nous adapter, mais il faut qu'on soit dans un dialogue, il faut qu'on soit dans une discussion. Et si on est dans un climat de défiance, il est là le problème. C'est-à-dire que cette défiance en disant « moi j'ai l'information », c'est aussi mauvais si c'est le patient qui dit ça que si c'est le médecin qui dit ça. Puis un médecin, il a quand même 10-15 ans d'études, oui, il est capable de recontextualiser. En tout cas, on n'est plus dans une relation asymétrique, on est dans une relation qui doit être dans une certaine symétrie. Après, le patient a des choses à apporter, le médecin a des choses à apporter aussi. Et quand vous dites que les médecins ont négligé les symptômes des patients, je ne pense pas qu'ils les négligent. Je pense que les patients ont eu l'impression de... Et quand il n'y a plus de dialogue, cette impression-là, elle reste un peu dans le vide et on est dans un dialogue de sourds. Donc ce qu'il faut, c'est d'une défiance passer à une confiance, parce que la base de la relation médecin-malade, c'est la confiance. Sans confiance, il n'y a pas de relation soignant-malade. Alors, cette affaire du Levothyrox intervient après le scandale du Mediator, c'est il y a quelques années, puis il y a eu l'affaire de la Dépakine, et puis surtout, maintenant, on voit monter une défiance vis-à-vis des vaccins. Je vous propose, Gérald Kierzek, d'écouter ces témoignages de parents qui s'alarment de ce qu'on va devoir désormais administrer 11 vaccins aux bébés contre 3 auparavant. On écoute. 3 encore, ça va, mais 11, ça paraît beaucoup. Donc on est plus suspicieux.
Ça, on voit bien, ça leur donne de la fièvre. Après, ils sont fatigués. Donc, c'est quand même pas quelque chose qui paraît hyper sain non plus pour leur organisme. C'est pour protéger les gens contre certaines maladies, mais j'aime plutôt l'idée quand même d'avoir un minimum de choix dans sur les sujets médicaux. Je pense que c'est important. Alors jusqu'où on écoute? Cette personne aimerait avoir le choix, oui, un petit peu comme on est à la carte là. Alors, non, tiens, je vais prendre le DT polio, mais je vais pas prendre. C'est un peu le problème, c'est sur quels arguments? Or, les 11, ils sortent pas comme ça du chapeau de la ministre de dire 11 vaccins obligatoires. L'obligation vaccinale, elle existe déjà depuis des dizaines d'années dans d'autres pays, c'était le DT polio. Et puis, il y avait des vaccins qui étaient recommandés et d'autres qui étaient facultatifs. Bref, c'était un peu flou. Là, l'idée, c'est de dire, il y a des vaccins dont le bénéfice est supérieur au risque. On ne discute pas, et ces vaccins-là, il faut les faire. D'où ce caractère obligatoire qui, encore une fois, n'est pas nouveau, mais est un peu élargi. Or, plus de 75% des enfants ont déjà ces 11 vaccins. Donc 11, ça peut paraître beaucoup comme ça, mais l'immense majorité des enfants ont déjà ces vaccins-là. Et effectivement, quand le papa dit « ça donne un peu de fièvre, c'est pas anodin », c'est pas que c'est pas anodin, c'est que ça va booster le système immunitaire. L'objectif, c'est que le système immunitaire développe des anticorps pour se protéger des maladies. Voilà pourquoi il y a une petite réaction vaccinale qui a un effet secondaire tout à fait banal, qui est un peu de fièvre. Ça veut dire que le vaccin après marche. le vaccin, ça veut dire que le vaccin fonctionne. Ouais. Alors après, moi, je suis pas un pro ni un anti-vaccin, bien sûr, mais je suis pas un pro-vaccin à tout prix. C'est-à-dire qu'il y a certains vaccins, et ils ne sont pas dans les 11 obligatoires, où ça me semblerait déraisonnable de les rendre obligatoires par contre. Par contre, les 11 là, ça c'est indispensable, parce que quand on voit la recrudescence d'un certain nombre d'épidémies, et on voit des enfants qui meurent de ces épidémies-là, qui auraient pu être évitées, ben, je trouve que c'est dramatique, et c'est une histoire de responsabilité à la fois des autorités, des médecins, mais aussi des parents. Et l'idée, c'est pas de dire on vous impose, l'idée c'est que les gens comprennent qu'il y a de la pédagogie, et il y aura beaucoup de pédagogie à faire, de façon à ce qu'il y ait encore une fois pas ce climat de défiance, et qu'on puisse écouter la parole de votre médecin. Vous l'expliquez comment ce climat de défiance? Vous avez vu ces statistiques? La moitié, un Français sur deux considère que la vaccination présente plus de bénéfices que de risques. Ça veut dire qu'il y en a encore l'autre moitié à convaincre. Beaucoup de désinformation. Vous en avez parlé, mais on pourrait remonter. Alors, il y a le Mediator, mais il y a l'affaire du sang contaminé. Il y a eu une espèce de, à un moment donné, de défiance généralisée. On a remis en cause l'industrie pharmaceutique. Alors que l'industrie pharmaceutique, c'est celle qui fait de la recherche aussi. Et on en a besoin au quotidien. Mais il y a une défiance vis-à-vis du corps médical et vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique. Et il y a beaucoup de désinformation. Internet, vous en avez parlé, donne les moyens c'est pas bien, tout un Internet. tas d'offices. Si, bien sûr que c'est bien quand ça donne de l'information et qu'on peut valider et discuter cette information. Quand vous avez des mensonges, des fake news, des fausses informations qui diffusent sur Internet avec des pseudo-scientifiques qui font croire un certain nombre de choses, les gens ne sont pas des anti-vaccins, ils sont juste des parents qui veulent avoir une bonne information. Or, ils se retrouvent avec un magma d'informations, un médecin en face qui parfois ne prend pas, et on n'a pas toujours pris le temps d'informer les gens, et on se retrouve finalement avec des parents qui sont dans la méfiance. Donc il faut simplement renouer, restaurer cette confiance-là. Internet, c'est une bonne chose à condition que ça soit utilisé à bon escient. Et je pense qu'il faut à un moment donné... Comment vous l'utilisez alors? Parce qu'on tape ces symptômes sur... Si vous tapez mal de tête, cancer du cerveau, vous aurez forcément dans l'occurrence des moteurs de recherche. Et sur les antivax, ils sont très organisés pour avoir les moteurs de recherche qui les repèrent très vite, les robots qui les font remonter tout de suite. Et je pense qu'il faut se poser la question dans ce pays. En France, aujourd'hui, on n'a pas de système d'information publique, par exemple, qui ne serait pas une information biaisée, mais qui serait une information scientifique, médicale, validée. L'idée, c'est d'avoir une neutralité et de faire preuve de pédagogie. D'autres pays, je pense à l'Angleterre par exemple, a un système Internet public qui est très bien fait. Vous rentrez votre symptôme et vous avez des informations qui sont des informations vérifiées et validées par le corps médical. Et encore une fois, le corps médical, l'objectif, il est commun entre le patient et le médecin. L'objectif des médecins et des soignants, par extension, c'est d'aider les gens. Quand j'entends ce climat avec des bouquins qui sortent sur les gynécologues, le livre noir de la gynécologie obstétrique, etc., là aussi, c'est un climat de défiance qui est fait de fausses informations. Quand on dit que l'épisiotomie, c'est quasiment un viol, faut arrêter. C'est jeter l'opprobre sur l'ensemble d'une profession. Peut-être qu'il y a quelques cas de débordement, mais c'est rarissime par rapport aux 220 000 médecins, et ça jette l'opprobre sur toute une profession. Et deuxièmement, quand on fait une épisiotomie, c'est pourquoi? C'est pour sauver le bébé. Donc ça, il faut le dire à un moment donné. Une épisiotomie qui est de couper, qui est d'ouvrir les voies naturelles. Et effectivement, c'est un geste qu'on essaie de minimiser, mais c'est pas dans 75% des cas qu'on le fait. C'est plutôt de l'ordre de 20 à 30% des cas, d'après toutes les études. Et jeter l'opprobre sur toute une profession, sage-femme, gynécologue, obstétricien, qui tous les jours sauve la vie des mamans, sauve la vie des bébés, je trouve que c'est plus que dommage, c'est dangereux pour les patients au premier chef. Docteur Gérald Kierzek, qui défend les médecins et les patients, donc si je vous ai bien compris. Voilà, et je rappelle votre livre, Ayez les bons réflexes, c'est chez Fayard. Merci beaucoup, vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air.